Merci beaucoup d'être ici. Je suis très content de pouvoir vous présenter quelque chose. Alors, là où ça va être un petit peu différent de ce qu'Antonin vous a raconté, c'est qu'on va regarder la question des marchés du travail et on va en particulier regarder la question de comment les entreprises vont recruter. Et en particulier, est-ce que l'IA, dans ce secteur-là, peut être justement au service des entreprises pour les aider dans les processus de recrutement et plus généralement dans les processus RH. Donc je pense que là où on va essayer un petit peu de resituer, c'est pourquoi est-ce que l'IA serait intéressante à cet endroit-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, les marchés du travail, enfin, on les connaît bien, ça a beaucoup de caractéristiques qui font que précisément l'IA peut intervenir de manière intéressante. La première chose, c'est que il y a 3 défis en fait qui font que précisément l'IA va pouvoir peut-être servir au marché du travail et à l'appariement sur le marché du travail. La première, c'est que les marchés du travail sont multidimensionnels. D'accord ? Ça veut dire que chaque personne, finalement, à la fin, ou chaque emploi est particulier. Les trajectoires professionnelles sont très particulières. Chaque entreprise a des besoins très particuliers. La deuxième, c'est la fragmentation. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai, mais si on repense à il y a 20 ans, quand les offres d'emploi étaient publiées, ou 30 ans peut-être, dans les journaux, et que Internet n'existait pas encore pour essayer de rassembler tout ça, il n'y avait pas de lieu. Et encore aujourd'hui, en fait, c'est intéressant, c'est qu'on a vu peut-être une unification et une refragmentation des marchés du travail avec la multiplication des plateformes. Le troisième enjeu, c'est qu'il est difficile de connaître les autres acteurs et leurs contraintes. C'est-à-dire, en fait, constamment, on a ces problèmes de manque d'information. Quand on reçoit une candidature et qu'on a une entreprise, on a un CV, on a une lettre de candidature. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore beaucoup de signaux dans ces documents-là ? Toute la question, c'est de savoir finalement, essayer de connaître l'autre côté. Et c'est vrai aussi pour le côté des travailleurs, c'est-à-dire connaître, est-ce qu'on sera heureux dans telle entreprise si on y travaille ? Toutes ces questions, je les classe dans la catégorie asymétrie. Donc en fait, à la fin, côté travailleur, ça c'est juste pour vous donner des exemples de ce qu'on vient de se dire. Je cherche à accéder à l'information, je cherche à savoir quelles sont les offres qui sont pertinentes, mais d'abord, quelles sont les offres qui existent. La question de la projection, est-ce que je serai bien dans cet emploi ? Et la question de l'incertitude, est-ce que si je candidate, je vais avoir une chance de pouvoir accéder à cet emploi. Côté employeur, on a exactement le même genre de choses. Je publie, j'ai un job que je dois staffer. Quel candidat, comment est-ce que je dois écrire mon annonce, mon offre d'emploi pour attirer, et quel candidat je vais attirer en fonction des paramètres de l'offre d'emploi ? Ensuite, il y a la question de la sélection. Quelle est la productivité que je peux attendre une fois que j'ai reçu mes candidatures des différents candidats ? Et enfin, la question de savoir, est-ce que j'anticipe que cette personne va accepter l'offre que je vais lui faire et va rester dans l'entreprise ? Et là-dedans, on est à fond dans les questions d'hétérogénéité, donc de multidimensionnalité et d'asymétrie d'information. Donc, on a vraiment plein de freins informationnels sur cet appariement sur le marché du travail. Donc, l'IA, de manière intéressante, pourrait venir là. Alors, si on prend un petit peu encore une fois, quel rôle a joué l'Internet ? Si on regarde ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, enfin, il y a eu quand même des révolutions majeures sur la manière dont l'appariement s'est fait sur le marché du travail. Est-ce que le taux de chômage, par exemple, a drastiquement été divisé par 10 parce que d'un seul coup, on avait toutes les offres au même endroit ? La réponse est pas forcément. Alors, il y a des travaux empiriques qui font ça un peu correctement. Effectivement, Internet a réduit, en tout cas partiellement, la fragmentation sur le marché du travail, mais n'a pas forcément réduit de manière drastique la multidimensionnalité, voire peut-être même l'inverse, ou les asymétries d'information. Et donc, du coup, on a des impacts, mais qui ne sont pas nécessairement massifs. Donc, je pense qu'on a 2 leviers pour le futur, pour essayer vraiment d'essayer de comprendre comment l'IA peut intervenir. C'est d'essayer de se dire, explorer mieux. Donc, on a cette question de la multidimensionnalité. Étienne en a parlé. Tout ce qui peut viser à avoir des recommandations individuelles et qui va vraiment changer le paradigme sur la manière de chercher un travail par rapport simplement à avoir une barre de recherche, peut contribuer à lever ces freins. Les asymétries d'information, c'est plus compliqué, mais en gros, tout ce qui va pouvoir essayer d'extraire l'information de manière plus efficace peut aussi lever un certain nombre d'asymétries d'information. On va essayer d'aller un petit peu dans le détail de tout ça. Mais avant, en fait, je voulais vous parler, parce que jusqu'à présent, vous citiez des chiffres d'intervention d'IA et combien ça peut produire sur les entreprises. En tant qu'économiste, c'est souvent, on essaye d'aller un peu plus lentement, on essaye d'identifier. Donc, nous, notre question, c'est vraiment de se dire quels sont les freins à la fin. Est-ce qu'on peut essayer de démêler un petit peu les problèmes qu'on a ? Et après, on essaie de se dire, OK, quelles sont les solutions opérationnelles qui existent ? Et après, on essaye d'en mesurer l'impact. Pour mesurer l'impact, il nous faut des données, mais il nous faut aussi des protocoles d'évaluation qui sont rigoureux. Et notamment, il nous faut avoir, par exemple, des A/B testing, par exemple, qui permettent de faire ce genre de choses. Voire des A/B testing, vous allez voir peut-être même d'un point de vue national, ce qui est une des choses que je vais vous montrer.
Donc une première étude dont je vais vous parler, c'est une étude dans laquelle on a au niveau donc c'est pas une technologie, vous allez voir, hein, parce que il nous faut du temps pour faire ces études-là, mais c'est quand même une technologie de déploiement sur le site du service public de l'emploi suédois de recommandations personnalisées pour les demandeurs d'emploi. Donc, par exemple, un problème très classique, un demandeur d'emploi, entre 2 sessions, peut manquer des offres pertinentes et peut-être, du coup, ne pas vraiment candidater aux offres qui les intéressaient. La recommandation, elle va agir dans ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire elle va permettre d'élargir l'exploration, au-delà des filtres et de la barre de recherche. Peut-être que si je cherche un métier et un lieu, je vais avoir une série de résultats. Peut-être que l'algorithme va me permettre d'élargir cette recherche. La deuxième chose, c'est justement la gestion de cette hétérogénéité. J'ai peut-être des préférences au-delà d'un métier et d'un lieu. Peut-être qu'il y a un pattern dans le genre d'offres qui m'intéresse, qui est très particulier, et que l'IA va arriver potentiellement à comprendre, à intégrer, alors qu'une barre de recherche ne fait pas du tout le boulot. Donc à la fin, ce qu'on a fait, c'est justement de tester en live ce qui s'est passé quand on mettait ces algorithmes à l'échelle. Donc vous avez un QR code, si jamais le papier existe, vous pouvez le regarder si jamais ça vous intéresse. Donc en gros, la plateforme, elle ressemble à ça. Ça, il y a une barre, vous tapez comme d'habitude un métier, un lieu, et puis ça vous donne une liste de résultats. Cette liste de résultats, elle ressemble plus ou moins à ça. Ensuite, vous allez cliquer sur les différents jobs. Jusque-là, très classique. L'innovation, ça a été, et vous allez voir, c'est une innovation qui a été une innovation pour ce site. C'est-à-dire que c'est quand même le site qui ressemble la plupart des offres d'emploi au niveau national en Suède. Ça a été d'ajouter cette barre ici. C'est une barre de suggestion. Et cette barre de suggestion, elle a été obtenue comment ? Elle a été obtenue par un algorithme qu'on a entraîné sur l'historique récent des 30 derniers jours de clics. C'est un algorithme très simple. Il n'y a vraiment pas grand-chose Mais bon, c'est quand même un petit peu de l'IA, au sens où on essaye vraiment d'utiliser l'information de manière déstructurée pour tirer un algorithme de recommandation. Et donc, on apprend avec cet historique récent de clics, on propose des offres qui sont encore ouvertes, évidemment, qui sont similaires à celles sur lesquelles les gens cliquaient normalement, en évitant quand même, et ça c'est quelque chose qu'on ajoute, des emplois qui sont déjà saturés. Donc les jobs qui ont déjà reçu beaucoup de clics, on les enlève du système de recommandation. Donc ça, c'est l'algorithme qui a généré la petite barre que vous avez vue avant. Comment est-ce qu'on a évalué ça ? On l'a évalué justement en déployant une expérience randomisée. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré au sort, et là on l'a fait de manière un peu... vous allez voir, il y a plusieurs dimensions. D'abord, on a tiré des individus, donc la moitié de la population, si vous voulez, pouvait potentiellement voir des suggestions, et l'autre moitié, non. D'accord ? Au niveau de la totalité des clients de Suède Travail, si vous voulez. C'est un néologisme. Ce qu'on a tiré au sort aussi, c'est les offres d'emploi. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y avait la moitié des offres d'emploi qui étaient mises potentiellement dans le système de recommandation et la moitié qui n'étaient pas mises. Donc vous pouvez aussi faire cette comparaison-là. Et aussi, ce qu'on a fait à la fin, c'est qu'on a tiré au sort des marchés. C'est-à-dire qu'on a défini une interaction entre un niveau de qualification et une zone d'emploi, et on a retiré le système de recommandation de la moitié des marchés. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'en fait, une grosse question qui va se poser, c'est que ce qu'on veut savoir, c'est quand on aide quelqu'un, est-ce que ça se fait au prix ou au détriment d'autres individus qu'on n'a pas aidés ? Notamment, ce qu'on fait, c'est juste redistribuer les emplois, finalement. Là, l'intérêt, c'est qu'on va avoir des marchés dans lesquels il n'y a pas le système de recommandation, qui sont quelque part pas affectés du tout, et donc on va pouvoir voir ce qui se passe pour les entreprises qui sont affectées par le traitement, versus les entreprises qui sont justement dans ce groupe de super contrôle non affectés par le système de recommandation. En gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on utilise les données qu'on a sur les utilisateurs, et le premier résultat qui franchement m'a étonné personnellement, c'est qu'il y a un résultat 0 sur le nombre de clics et sur le nombre de candidatures. Alors au début, on a eu un peu peur, on dit il y a un problème avec l'algorithme, il y a eu un problème de mise en place. En fait, non. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation assez nette de candidatures sur les annonces qui étaient recommandées, mais au détriment des annonces qui n'étaient pas recommandées. Donc ce que font les demandeurs d'emploi, dans ces cas-là, c'est de réallouer leur candidature des annonces non recommandées vers les annonces recommandées. Mais au total, ils ne candidatent pas plus. D'accord ? Premier résultat. Un peu étonnant pour nous, parce qu'on s'était dit que globalement, ça augmenterait peut-être les candidatures, mais ce n'est pas le cas. Deuxième résultat, maintenant on a regardé ce qui se passait pour ces individus qui étaient là, est-ce qu'ils retrouvent un emploi et quel genre d'emploi ils retrouvent. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet positif du fait de retrouver un emploi, mais qui est de l'ordre de 0,6%. Est-ce que c'est beaucoup ?
c'est quand même à l'échelle nationale, donc c'est pas complètement zéro. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui en bénéficient le plus, c'est les moins diplômés et les offres les plus anciennes. Donc c'est au départ tout ce qui est le deux côtés du marché du travail qui ont le plus de mal à se matcher, qui en bénéficient davantage. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, l'IA a plutôt tendance à être égalisateur. Dernier effet, et ça aussi c'est assez intéressant, c'est de voir qu'au niveau des marchés, quand on compare marché traité avec marché non traité, on voit que la taille des entreprises dans les marchés traités augmente suite à la mise en place du système de recommandation. Est-ce qu'il augmente beaucoup? Non, mais ça aurait été bizarre. Si je vous avais dit que la taille des entreprises, de toutes les entreprises dans les marchés traités augmentait de 10%, vous ne m'auriez pas cru. Ça augmente de 0,3%. Donc la mise en place du système de recommandation semble avoir vraiment créé de l'emploi de manière nette. Donc un message à retenir ici, c'est qu'on a une intervention qui coûte pas cher et qui a réorienté les candidatures. Moi, je pense que ce que ça révèle fondamentalement, c'est qu'il y avait un problème d'exploration et de projection sur le marché du travail. Donc si j'avais pu parler beaucoup plus longtemps, je vais vous l'évoquer de manière courte. La deuxième étude, qui est beaucoup courte de toute façon, qui est d'essayer d'utiliser l'IA pour réduire des coûts de sourcing. Donc là, c'est un cas très simple, c'est un cas d'usage. Vous prenez des RH qui doivent non seulement étudier les candidatures qu'ils reçoivent, mais de temps en temps aussi aller sourcer dans des CVTech des nouvelles candidatures. Là, ce qu'on a déployé, c'est donc dans cette étude-là qui est très récente, c'est un chatbot qui va automatiser une des tâches des RH qui consiste à la tâche, donc c'est parmi le sourcing, on a ce chatbot de SMS qui va prendre contact et collecter un certain nombre d'informations auprès de potentiels candidats. Et pareil, on a tiré au sort les entreprises qui étaient éligibles. Donc là, le contexte, c'est un intermédiaire du marché du travail. Et il y a certaines entreprises qui vont pouvoir utiliser le chatbot et d'autres qui ne vont pas l'utiliser. Donc je ne vous montre pas l'effet du chatbot, mais en gros, que fait le chatbot? Juste de contacter les individus, de leur dire « Hey, bonjour, est-ce que vous êtes intéressé par telle offre? Est-ce que vous êtes disponible pour pouvoir travailler dans ce boulot? Est-ce que ça vous intéresse ?» Et après, ça redonne cette information-là au RH qui ensuite va l'utiliser pour valider ou non la candidature. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un effet très massif sur les embauches. Une augmentation de 10 à 15% des embauches qui sont liées au chatbot par rapport à ne pas avoir de chatbot, c'est-à-dire business as usual, prenez son téléphone, envoyez des mails. Pourquoi est-ce que ça a fait et comment est-ce qu'on peut expliquer ces résultats? Donc les mécanismes, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ça a joué sur le fait que les conseillers sourçaient effectivement davantage de candidats, donc ça accélérait le sourcing. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils faisaient aussi du meilleur boulot sur d'autres tâches, comme par exemple la présélection de candidatures déjà reçues. Donc ce qui semble avoir eu lieu, c'est que pour une même annonce, ce qu'on voit très clairement, c'est que quand on a le chatbot, on libère du temps sur la tâche de sourcing et on peut passer plus de temps sur la tâche de présélection. Donc l'IA a eu un impact ici positif sur non seulement la tâche sur laquelle il a été employé, mais aussi par la libération du temps sur l'efficacité de l'autre tâche qui était la tâche de présélection. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit aussi que les conseillers qui ont davantage d'offres d'emploi qui sont exposés à ce chatbot, globalement aussi bénéficient même aux offres qui ne bénéficient pas des chatbots. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et je vais donc conclure sur le fait que l'IA peut faire vraiment des choses sur l'appariement en termes d'exploration, mais aussi de qualification, ce qu'on a vu sur le chatbot. Et donc les prochaines étapes, il me semble qu'elles sont assez... moi, il me semble que c'est un sujet là qu'on est vraiment en train d'explorer. On a une bourse de recherche pour le faire, qui est vraiment de distinguer les problèmes de création. Est-ce que les problèmes vraiment pour une entreprise, elles sont quand il y a création de l'offre, parce que je ne connais pas vraiment mon marché, et donc l'IA peut m'aider, ou est-ce que c'est vraiment la sélection des candidatures dans lesquelles ces asymétries d'information sont réelles? Et donc, notamment, il y a cette question qu'on n'a pas vraiment évoquée, qui est la question de la crédibilité de l'information qui est contenue dans les candidatures, et dans lequel aussi l'IA peut aider. Donc les deux projets en cours qu'on a là-dessus, c'est essayer de fournir de l'information sur le marché au moment de la création des offres, et un autre projet qui est d'enrichir l'information sur les compétences à destination des entreprises en utilisant notamment de l'IA. Et donc si jamais vous avez, en tant qu'entreprise, vous êtes intéressé par travailler là-dessus, on peut bien sûr en parler, parce que c'est des projets qu'on mène avec des intermédiaires, mais aussi avec des entreprises. Donc ça nous intéresse. Merci beaucoup.